Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle saison de Projetez-vous. Nous aborderons tous les aspects des métiers de la gestion de projet et je vous donnerai tous les billes avec mes invités pour performer dans votre carrière et la faire évoluer. Petite nouveauté cette saison, tous les épisodes seront filmés et certains même en studio. J'ai prévu pour vous des invités exceptionnels qui partageront leurs expériences et leurs insights. Si vous êtes certifié du Project Management Institute, vous pouvez cumuler des points, des PDU pour votre certification. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Projetez-vous, le podcast qui accompagne les chefs de projet et les leaders d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un expert en management de projet, un passionné qui aide les professionnels à structurer et à certifier leur carrière en gestion de projet. Il s'agit d'Esoé Abolo. Esoé, tu es conférencier, fondateur d'un organisme accrédité pour les formations du PMI. Tu formes et accompagnes de nombreux professionnels dans leur montée en compétences. Je t'ai rencontré via nos différents événements en tant que bénévole au Project Management Institute qui était global. Et moi, j'ai été intéressée par les conférences que tu y menais dans les différents événements. Bonjour, merci Esoé d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Mérite, comment vas-tu? Ça va très très bien. Il fait froid en ce moment, mais je suis vraiment heureuse de t'avoir. Ça fait longtemps que on se parle et puis on devait faire cette émission. Donc merci beaucoup encore d'être ici aujourd'hui avec nous. Toujours un plaisir. C'est vrai que on devait le faire il y a un moment. Et bon, aujourd'hui c'est je vais dire le temps idéal. Donc allons-y, je suis prêt. Allons-y. Alors SAE, tu as un parcours impressionnant, ta carrière, ta gestion de projet. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé là où tu en es aujourd'hui et quelles sont tes activités actuelles? Alors, là où je suis arrivé, sous-entendu le pays où je vis ou le niveau de carrière? Tout, Juste. tout. Ok. Toi, en tant que personne aujourd'hui, quel a été ton chemin, voilà, ta carrière, bien sûr, tes études, mais aussi tes réflexions et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es la personne que tu es. Absolument. D'ailleurs, juste une petite anecdote. Généralement, en République tchèque où je vis, quand les gens me demandent mais comment tu es arrivé ici, je leur dis je suis arrivé sur mon cheval. Donc, c'était juste pour voir si je pouvais raconter la blague ou pas. Ah, c'est Alors, mignon. je m'appelle Essoé Abalo. Bon, je suis aujourd'hui consultant et formateur en gestion de projet. Et comme je le dis, mon objectif, je me suis assigné une mission qui est d'aider les gens à comprendre la gestion de projet, de rendre la gestion de projet accessible et facile pour tous. Donc, c'est un peu ce qui m'anime au quotidien. Alors, mon parcours, je suis informaticien, développeur d'applications de formation. Donc, j'ai fait mes études à Liverpool, en Angleterre. Après ça, j'ai fait un peu le tour du monde. Je suis parti vivre, travailler un peu en Ukraine, ensuite en République tchèque, aussi en Angleterre aussi. Et bon, finalement, je suis reparti encore en Afrique avant de revenir une deuxième fois en République tchèque où je suis assis. Et probablement, je ne sais pas quelle sera la prochaine étape ou la prochaine destination, mais je suis toujours ouvert. Donc, au quotidien, j'accompagne les individus et les organisations à améliorer leur gestion de projet. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais avant ça, j'ai travaillé pour plusieurs entreprises avant. Donc, j'ai été développeur d'applications commerciales, chef de projet, directeur de département, directeur d'entreprise avant d'ouvrir la mienne, qui qui s'appelle Woloyem. Et voilà, en gros, c'est ce que je fais, c'est un peu mon parcours, sans oublier aussi que je suis un père de famille, et voilà, c'est ça. Bon, bah, c'est une expérience assez globale. On reparlera un petit peu de être chef de projet, pourquoi choisir cette carrière.
Mais t'as parlé de tous tes aspects, ta carrière dans les entreprises, dans les différents pays, mais aussi ta vie de père de famille aujourd'hui et du fait que tu aies choisi la République tchèque. Pourquoi la République tchèque d'ailleurs parce que tu es parti de la République tchèque et tu es revenu, donc il y a bien quelque chose qui t'a fait rester. C'est ça. Ouais, la première fois que je suis revenu et je suis venu ici, c'était à cause du football. OK? La deuxième fois, c'était à cause de ma femme. Voilà. Donc, c'est ça le. Il y a toujours Donc, une femme j'ai fait il y deux a tou- voyages. il y a toujours une raison derrière tout ça. Ah oui, L'amour, absolument, c'est la absolument. meilleure des raisons et puis être heureux. Voilà. Donc, faut noter que avant ce que je fais, je suis agent de joueur FIFA. Donc, j'ai travaillé 17 ans comme ça à aider les footballeurs à avoir de bons contrats ou à trouver du travail. Donc, voilà. Je suis arrivé initialement ici, vraiment, c'était la raison principale. Malgré que je travaillais comme informaticien, donc je me tissais un peu de relations pour pouvoir voilà, m'installer comme agent de joueur, puisque l'idée, pourquoi la République tchèque? Parce que à l'époque où je devais faire cette aventure, la République tchèque était placée ou classée deuxième mondial de la FIFA. Donc je me suis dit, ça doit être un pays où le foot c'est super cool. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai choisi. C'est ça. La Mais deuxième fois, je suis revenu à cause de ma femme. Voilà. c'est une superbe expérience. Déjà, on voit que en dehors de ta vie d'informaticien, de chef de projet, tu as aussi d'autres projets, on peut dire ça comme ça, d'agent de footballeur, et puis ce qui fait que tu as une palette assez large en fait de compétences. Et on fait le tour de toutes les compétences. Nous, on s'est rencontrés en étant bénévole du PMI. C'est Est-ce que ça. tu peux nous en dire plus sur ton engagement et qu'est-ce qui t'a motivé à donner de ton temps pour la communauté du Project Management Institute, justement? Ouais, c'est ça. Il faut noter que j'ai travaillé pendant 2 ans au comité d'engagement francophone du PMI, un comité qui est mis en place pour aider, entre guillemets, l'évangélisation du PMI dans les pays francophones. Parce que dans les pays francophones, ce n'est pas très connu comme dans d'autres pays. Donc, je pense que j'ai vu l'opportunité, comme toutes les autres. J'ai sur le site du PMI, le VEP. Donc, j'ai postulé et ils ont trouvé mon profil assez intéressant. J'ai fait les entretiens et voilà, j'étais dedans. Mais alors, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? Quand j'ai pris la décision de créer ma société Woloyem, qui était dont la mission principale était de se focaliser sur la gestion de projet. Donc, je me suis dit, je devrais, c'est d'ailleurs une obligation, de travailler en étroite collaboration avec je veux dire, les éditeurs de ces certifications. Donc, d'un côté, le PMI et de l'autre côté, PeopleCert. PeopleCert, c'est tout ce qui est certification Prince de ITIL et tout ça. Donc, au niveau de PeopleCert, il n'y a pas forcément ce côté associatif qui vient s'ajouter comme ce qu'on peut trouver au niveau du PMI. Et donc, je suis membre du PMI depuis 2009, quoi. C'est une vieille histoire. C'est vrai que pendant longtemps, j'étais pas très actif. J'étais membre des chapitres comme ça, voilà, juste la forme. Mais à partir de 2021, je me suis dit, non, 2022, hein, je pense, 2022, je me suis dit, non, je vais aller au fond. Parce que quand je commence quelque chose, j'aime pas être derrière ou au milieu, je vais être vraiment devant. Donc, ça, c'est un peu mon caractère ou ma personnalité. Donc, j'aime pousser les choses à bout. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant au niveau du PMI? Je voulais pas être volontaire au niveau des chapitres parce que je connais déjà un peu la sauce. Je me suis dit non, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus élevé que ça? Et c'est comme ça mes recherches m'ont mené vers les opportunités de volontaire global. Et j'ai dit ah ouais, ça c'est ce qu'il me faut. Et donc j'ai commencé à postuler, à voir un peu ce qu'ils offraient et tout ça. Donc j'ai passé 2 ans magnifiques avec une équipe extraordinaire à aider à faire des webinaires, à assister le PMI sur plusieurs sujets de traduction, des fois. Et voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai quitté le comité d'engagement francophone. Donc, je suis dans un nouveau comité qui est l'équipe l'équipe Strategic Vision Team. Je sais pas comment dire ça en français, mais
l'équipe de la vision ou l'équipe de la stratégie du PMOGA. Donc, le PMOGA, c'est Project Management Office Global Alliance, qui était d'abord une organisation indépendante qui a été acquise par le PMI. Et donc, aujourd'hui, le PMI est en pleine transformation d'intégrer le PMOGA à son sein. Et donc, nous travaillons pour voir comment cette intégration peut se faire en bon ordre. Donc, c'est un peu ça. Donc, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, je suis en train de parler avec Mirvit, que j'ai rencontré à travers cette aventure. Donc, comme je le dis, tu peux pas aller loin tout seul dans ton coin. Donc, si tu t'intéresses à l'aéronautique, tu dois être aux conférences de l'aéronautique. Si tu t'intéresses à la menuiserie, tu dois être là où on parle que de la menuiserie. Donc, c'est un peu ma conception des choses et voilà comment je suis arrivé là-bas. C'est ça. Oui, c'est très inspirant. Et puis, je pense que tu as déjà listé quelques-uns des bénéfices. Est-ce que tu recommanderais l'aventure à un chef de projet ou un PMO, puisque tu fais partie maintenant de la PMO Global Alliance? Absolument. Comme je le dis, à un certain niveau de ta carrière, aucun diplôme, aucune certification ne te garantira quoi que ce soit. Donc, tout ce qui va te garantir une opportunité quelconque, meilleure ou même, c'est ton capital réseau. Le nombre de personnes qui te connaissent, le nombre de personnes qui ont confiance en toi, le nombre de personnes qui sont capables de dire oui, cette personne, je lui fais confiance, donner le travail. Donc, oui, c'est vrai d'acquérir les connaissances, d'aller à l'école, d'avoir des diplômes, ça c'est capital, mais ça va devenir insuffisant à un moment donné. Donc, il faut avoir l'habitude de cultiver le réseautage. D'ailleurs, moi, je suis un pur produit du réseautage. Donc, j'ai commencé la vie associative très, très bas. Donc, j'ai commencé par le scoutisme. Ensuite, à l'université, après, j'ai fait la Croix-Rouge. Après, j'ai fait le AESEC. D'ailleurs, c'est AESEC qui m'a fait voyager en Europe. Et quand je suis parti en Ukraine, en République tchèque, j'ai voyagé à travers AESEC aussi parce que voilà, j'étais très, très actif dans AESEC. Donc, je pouvais trouver des opportunités. Et voilà. Aujourd'hui, c'est le PMI. Demain, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est le PMI avec le PMOGA. Demain, ça va être autre chose. Donc, absolument, je conseille la vie associative à tout chef de projet parce que l'intérêt d'être dans ces organisations, c'est déjà de se sentir bien avec les personnes qui font le même métier ou du moins c'est un métier similaire. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait de bonnes affinités entre vous puisque vous faites la même chose. Deuxièmement, l'avantage d'être dans les associations, c'est que si tu traverses des moments difficiles, il y a de fortes chances que les gens te disent, ah ouais, c'est tout ça, c'est tout ton problème. Ah non, moi, écoute, j'ai 1000 fois plus ou 1000 fois pire. Donc, ça te permet de relativiser et d'apprendre, soit d'apprendre des autres ou de relativiser tes challenges que tu as. Et personnellement, le PMA, je pense que si ce n'était pas créé, il fallait le créer parce que c'est extraordinaire la collection ou le nombre de personnes, je veux dire intelligentes qui peuvent se retrouver en un seul endroit en un moment, c'est magique quoi. Donc absolument, j'ai aucun doute sur ça. Je conseille la vie associative ou même de rejoindre le PMI à tout chef de projet. Ben, merci pour cette réponse. Je vais rebondir parce que moi, quand je suis allée, moi, j'étais PMO pendant longtemps, mais j'étais au Project Management Institute. Et puis un jour, j'ai pris un billet pour le PMO Global Alliance. Et en assistant aux conférences, je me suis rendu compte que, quelle que soit notre provenance dans le monde, on avait Oui, presque tous les mêmes challenges, les mêmes absolument. problématiques. Et donc, ça, des fois, quand tu es le seul PMO ou le seul chef de projet sur un projet où tu es celui, ben, tu peux pas le faire, tu peux pas demander de l'aide au sein de ton entreprise parce que c'est toi le chef de projet au PMO et puis là au sein de l'association, tu vois que il y a des réponses, bien sûr il y a des ressources et puis il y a des conférences qui te permettent justement de trouver des réponses à ces idées-là et donc c'est intéressant de participer en tant que bénévole actif plutôt qu'en tant qu'utilisateur finalement de ces. Absolument, absolument, absolument.
Et ben, très bien. Ben, là, on a été un petit peu on a un peu vu ben, toi, ton engagement, tes différentes carrières, tes différents pays. Si aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans aujourd'hui, qui tu accompagnes et pourquoi tu les accompagnes. Et l'une des premières questions, c'est que il y a de plus en plus ben, de besoins de chefs de projet. Ben, Pierre Lemont, le CEO du Project Management Institute, a dit que les besoins en chefs de projet vont vraiment exploser d'ici 2030. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que la gestion de projet est un véritable tremplin pour une carrière s'il y a des gens qui hésitent ou qui se disent moi je suis chef de projet juste de nom ou des choses comme ça? Ouais. Alors, déjà, le profil de personnes qu'on accompagne varie, hein. Même si à un moment, ça se résume, je dis, c'est un peu unique, c'est des gens qui ont peut-être 3 à 5 ans d'expérience, voire plus. Certains qui veulent faire une transition, certains qui se sentent stagnés dans ce qu'ils font, ou tout simplement d'autres qui sont curieux et veulent aller de l'avant. Alors, mon message à toutes et à tous, c'est que la gestion de projet, d'abord, faut même pas voir ça comme une formation quelconque. Parce que nous avons tous un projet. Tous. Rien que notre vie, c'est un projet. Puisque on est né, on sait qu'on va partir, mais on ne sait pas quand. On souhaite que ça soit loin, 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 loin au possible. Mais on sait que ça doit partir. Et c'est ça un projet. Un projet, c'est une initiative qui a un début et une fin. Donc, si tu veux bien gérer ta vie, je pense que le minimum, le b.a.-ba, c'est de t'acquérir des compétences basiques de gestion de projet. Mm. D'abord, pour te permettre de gérer, parce que tout ce qu'on parle, gérer un projet en entreprise, c'est les mêmes concepts, les mêmes problématiques que de gérer ta vie. La question, c'est que, est-ce que tu t'entends facilement avec les gens qui t'entourent, les gens qui t'aiment? Sinon, il y a de fortes chances que tu manques de compétences de gestion, d'engagement des parties prenantes. Mhm. Donc, en apprenant les techniques de gestion des parties prenantes, ça va immédiatement améliorer ta vie. Est-ce que tu rencontres des jours, des problèmes, quelqu'un que tu te dis, mais merde, je suis maudit ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi c'est à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Si oui, il y a de fortes chances que tu manques de compétences de gestion des risques Mhm. et des problèmes. Donc, en sachant ce que c'est qu'un risque, comment on identifie un risque, quel type de stratégie on met autour des risques, ceci dit, les problèmes ne vont pas cesser de t'arriver, mais tu seras beaucoup plus aguerri, beaucoup mieux prêt. Et c'est ça un chef projet, entre guillemets, professionnel fait dans une organisation. On lui donne une mission et son objectif, c'est d'aider cette mission à aller à bon port, sans trop de problèmes. Et s'il y en a aussi, que vous soyez préparé avec une équipe, motiver toutes ces personnes qui sont autour de toi. Est-ce que tu es capable de convaincre tes amis de te suivre dans un nouveau projet, de, de, de mettre de créer une entreprise? Est-ce que tu es capable de convaincre certains membres de ta famille de travailler pour toi-même gratuitement parce que c'est un projet que tu as commencé, tu n'as pas assez de ressources. Est-ce que tu as le verbe pour convaincre que les gens... Aujourd'hui, je fais le podcast avec Mirvit, c'est qu'elle m'a convaincu. Est-ce que tu es capable de convaincre des gens? Sinon, si tu ne le sais pas, c'est parce que tu manques certaines techniques d'engagement des parties prenantes, de communication et tout ça. C'est ça la gestion de projet. Donc, c'est vraiment une formation de vie. C'est ce que je dis à tous ceux et celles avec qui je parle au téléphone ou en conférence, que avant tout, ça va améliorer ton quotidien, ça c'est sûr. Et bien sûr, si tu travailles, si tu veux en faire ta profession, absolument, euh, ça te mettra au diapason parce que une certification comme le PMP, le Prince 2 ou autre donne c'est des effets, je veux dire, des effets miroirs ou des effets d'or sur ton CV.
Parce que quand on cherche un travail et tu fais un entretien, la personne qui t'interviewe ne te connaît pas. Mm. À supposer que tu es excellent chef de projet, là où tu travailles, tu es bon. C'est-à-dire tout le monde est unanimement sait que celui-ci ou celle-là, elle est excellente dans son travail. Et puis, les vicissitudes de la vie font que tu es obligé de chercher une autre opportunité. Donc, quand tu es face à un recruteur, il ne te connaît pas. Donc, c'est de mot à mot ce que tu lui dis versus ce qu'il te pose comme question. C'est Mm. vrai, tu étais excellent dans ton ancienne entreprise, mais bon, lui peut se dire, tu me dis tout ça parce que tu es en entretien. Donc, tu es scruté. Pourtant, tu viens avec une certification. Je suis certifié PMP, je suis certifié ITIL, je suis certifié ça. Ça met tout le monde d'accord. C'est-à-dire que il y a plus des questions bizarres, des présomptions qu'on verra. Il a 6 ans d'expérience à travailler dans une organisation qui est similaire à la nôtre. Il est certifié PMP ou elle est certifiée PMP. OK, d'accord. L'entretien se passe beaucoup différemment que si tu n'en as pas. OK? Mm. Des fois, je dis à certaines personnes, si tu es certain que tu resteras dans la même entreprise toute ta vie, peut-être que tu n'as pas besoin de certification parce que les gens te connaissent déjà. Donc, on sait peut-être que tu es aussi percutant et autres. Mais le malheur, c'est que un jour, il y aura une autre personne dans la même entreprise qui prend le devant de se certifier et toi non. Tu verras que cette personne aura plus d'attraction que toi. Donc, euh, c'est, je veux dire, on n'a même pas besoin de réfléchir sur ça. Des fois, l'argument que j'entends, c'est que, ouais, bon, ça coûte de l'argent et tout ça. Aujourd'hui même, je parlais à un prospect, c'était ça. Ah non, je veux bien le faire, mais je n'ai pas d'argent. Et mon message aussi, encore une fois, on sait que ceux qui sont certifiés gagnent beaucoup plus que ceux qui ne le sont pas, à compétence égale. Ça, Mm. c'est clair. C'est-à-dire que si je, personnellement, depuis que je suis certifié, il y a de la magie qui s'est passée Mm. sur ma carrière. Donc, on sait, donc, ce n'est plus des ventes de rêves. Donc, si je dis n'importe quoi, on te dit d'investir 1 000 € pour gagner ne serait-ce que 20% de ton salaire en plus, ça veut dire que bah, le retour sur investissement se fait en moins d'1 an. Moi, je ne connais pas un autre investissement qu'on fait et on gagne tout de suite. Même ceux qui sont les adeptes du crypto, quand tu investis sur les cryptos, ce n'est pas sûr que en 1 an, tu doubles, tu aies un retour sur investissement à 100%. Donc, et le dernier message qui est pour moi, qui est important, c'est que aucun investissement n'est durable et pérenne que quand on investit sur soi-même. Oui. Parce que là où tu travailles, l'entreprise peut avoir des problèmes et tout de suite, tu es dehors. La question est de savoir quelles compétences vas-tu mettre sur le marché. Si tu t'éduques et que on ne sait jamais, des trucs t'arrivent et tout ça, c'est que tu as une tête assez pleine pour redémarrer. Plutôt que de dire, ouais, je suis bien ici, tout le monde me respecte, c'est moi le dieu de la terre et tout ça. Et puis, les choses changent. Tu te rends compte que sur le marché de l'emploi, tu ne vaux pas grand-chose. Au point où j'ai eu des gens, ils sont tellement acculés qu'ils diminuent même leurs demandes. C'est-à-dire que sa prétention salariale, il la rabaisse pour qu'on le recrute. Et ça ne marche pas aussi parce que le recruteur se dit, avec autant d'expérience, pourquoi cette personne nous demande autant moins d'argent? Ça veut dire qu'il y a un piège. Donc ça aussi, tu te mets dans des problèmes. Donc, en résumé, c'est vraiment ce que je peux dire des certifications et de la formation en général. Personnellement, chaque année, je dois faire 2 à 3 certifications dans différents domaines parce qu'aujourd'hui, je gère mon entreprise. Il y a plein de domaines que je ne maîtrise pas.
Et donc, je dois aussi m'éduquer dans ce sens. Voilà. Ben, c'est une réponse assez complète. Déjà, au début, quand tu parles du projet, moi, je l'avais jamais vu la vie entière comme un projet, mais j'avais vu, par exemple, tu organises un voyage, tu organises des choses avec tes enfants, C'est le ça. repas, la prochaine fête annuelle. Et donc, tout ça, c'est des projets. Je pense que tout le monde arrive devant des projets. Puis, s'il n'a pas une bonne, comme tu as dit, gestion des parties prenantes, gestion des risques, communication, ben, ça va plus ou moins bien se passer suivant ben, les capacités de la personne à rebondir, à avoir, à avoir un recul et puis de l'expérience. Ben, merci beaucoup. Ensuite, pour la carrière, je suis tout à fait d'accord. L'investissement, c'est sur soi-même et puis il y a un avant après certifié PMP. Je pense que vous êtes beaucoup d'ailleurs de mes invités à dire la même chose. Hein. Donc, c'est vrai. Et c'est ce que moi, je veux faire transparaître via ce podcast Projetez-vous. C'est certifiez-vous, investissez sur vous-même pour mieux réussir les choses. Et comme tu as dit, il y a de la magie qui va arriver après. Des fois, on peut la contrôler, mais des fois, c'est des opportunités, soit quand on va rencontrer d'autres certifiés, soit quand on va changer de travail. Et c'est Absolument. vraiment important. Moi, ce que je vois souvent, malheureusement en France, par exemple, quand je forme à la certification PMP, c'est que ce sont des gens qui sont déjà, bah, ils vont quitter leur entreprise, donc ils sont toujours dans l'urgence parce qu'ils se sont dit, bon, bah, comment est-ce que je vais me reconvertir? Comment est-ce que je vais vendre mes compétences? Et c'est là où ils pensent à la certification PMP. C'est dommage de le faire au dernier moment, mais c'est vraiment là qu'on voit que c'est le plus efficace, quoi. Oui, d'ailleurs, nos meilleurs étudiants, c'est ceux qui sont acculés. C'est-à-dire, quand ils sont acculés, ils deviennent des fauves. Mais tout compte fait, on peut toujours. Ça aussi, c'est un manque de gestion, ou un manque de gestion des risques. Parce que même si tu prends ta vie comme je l'ai dit, un projet, c'est que tu te dis, si tu identifies les risques autour de ta personne, ça veut dire que, bah, toi-même, tu peux être en mauvaise santé. Donc, automatiquement, on n'a même plus besoin de te motiver, de prendre soin de ce que tu manges, par exemple. On n'a plus besoin de te motiver sur ton éducation parce que tu te dis, OK, je vais me projeter comme le podcast. Donc, si demain, dans 5 ans, je vais devenir directeur de où je travaille, donc, ça ne s'improvise pas. Donc, ça veut dire dès 5 ans déjà, puisque le temps va passer. Donc, il faut commencer déjà à travailler, à préparer ton profil, à bâtir le réseau pour que le moment venu, les gens disent, ah oui, celle-là ou celui-ci, il a de la chance. Mais ce n'est pas de la chance. Ça se crée. La chance peut se créer aussi. Et c'est les techniques de gestion de projet peuvent être bien appliquées dans ce sens. Voilà. C'est, Mais ça, c'est c'est mon point de vue, ouais. Ouais, c'était justement, là tu viens de donner donc un levier pour atteindre le sommet en tant que chef de projet et puis voir bah, son avenir, comme tu dis, devenir directeur, devenir responsable de pôle en faisant un rétro-planning. Voilà, donc moi ce que j'ai retenu de jusqu'ici de notre épisode aujourd'hui, c'est euh, créer ses propres opportunités, créer ses propres chances et puis se dire comment je vais arriver à ce poste-là d'ici 5 ans, qu'est-ce que je dois peaufiner comme compétences, avoir comme certification, mais aussi le réseau via bah, des associations comme le PMI ou bien d'autres associations qui peuvent être bénéfiques. Est-ce C'est que ça. tu as un autre levier qui vont permettre à des chefs de projet d'arriver à des sommets? Par exemple, moi, j'ai des statistiques qui sont directement données, certains par le PMI, comme quoi la gestion de projet, ça nous permet d'arriver à la suite exécutive. Que j'ai d'autres ressources qui disent que les chefs d'entreprise qui sont chefs de projet ont plus de chances de réussir leur entreprise. Est-ce que tu as d'autres leviers justement pour arriver à ces endroits-là? Oui, déjà, ces chiffres confirment même, je veux dire, la réalité. Pourquoi un chef d'entreprise qui était chef projet a beaucoup de chances de réussir? C'est parce que, il connaît les enjeux d'un projet, ce qu'il faut faire. Donc, à la base, s'il prend son entreprise comme un projet, automatiquement, ça va être très difficile
de tolérer l'incompétence, de tolérer la négligence, mais de bâtir une équipe motivée, de leur donner les moyens à travers le servant leadership pour que les gens excellent et tout ça. Donc, on parle de la même chose. Donc, je suis pas du tout étonné parce que moi, j'ai commencé effectivement comme quand j'ai quitté la technique, j'ai chuté comme chef de projet avant de repartir comme commercial et ensuite revenir comme chef de projet. Moi, ce que j'ai compris de tout mon parcours, c'est que, par exemple, la première fois où j'ai été nommé directeur, bon, je ne dis pas devenir directeur, j'ai dit nommé directeur, c'est que c'est quelqu'un qui m'a donné l'opportunité. C'est quelqu'un qui décide que, bon, Mirvit sera la prochaine directrice de X ou bien Sower va être le prochain directeur de ça. Parce que, et c'est nonobstant de ton CV. Mm. Ça, c'est super capital à comprendre. Une fois, je me rappelle, je crois il y a 1 ou 2 ans, un de mes étudiants me demandait, oui, coach, ben, moi, je veux devenir directeur et tout ça. Je lui ai dit, oui, on ne devient pas directeur, mais on se fait nommer. Donc, est-ce que tu es nommable? Mm. Parce que pour que quelqu'un te nomme à des postes de responsabilité, il y a 2 choses capitales à noter. Un, la confiance qu'il a en toi. Et je donne cet exemple. Et je dis souvent, la seule raison pour laquelle, par exemple, toi, Mirvit, tu n'es pas actuellement ministre de je ne sais pas quoi en France, c'est parce que tu connais pas la bonne personne. C'est tout. Sinon, tu as les compétences. Quand je dis ça, il y en a qui se disent, oh, bon, non, ministre quand même. Je dis, OK. Est-ce que tu as un grand frère ou une grande sœur? OK. Si ta grande sœur, par alchimie, devient présidente de la République française, est-ce que tu serais encore en train de faire ce que tu fais? Non. Automatiquement, Mm. tu vas occuper des fonctions, voire régaliennes ou même plus élevées. Pourquoi? Parce que ton frère, ta sœur te font confiance. Des fois, les gens se disent, ouais, mais le président, il ne fait que nommer les membres de sa famille et tout ça. Oui, c'est une défaillance parce que, bon, pour des postes publics, il faut peut-être considérer toute la nation, mais des fois aussi, ils n'ont pas le choix. Parce que si tu vas nommer un garde du corps ou bien un ministre, je sais pas, de l'Intérieur, quelqu'un sur qui tu n'es pas trop sûr, si demain on veut te renverser, il va changer de couleur, tu ne le feras pas. Pareil, dans ton entreprise, si demain tu vas choisir une assistante, bon, tu te dis c'est une assistante, mais demain, si tu veux nommer quelqu'un parmi tes employés, directeur, pour qu'il s'occupe d'une bonne partie, rarement on regarde le CV. C'est-à-dire que personne n'est intéressé au CV en fait. C'est-à-dire que le CV, c'est vraiment pour les métiers d'entrée. Mm. Ok, c'est là que, bon, tu écris un bon CV, non, il faut ajouter la photo, non, il faut mettre les pointillés, tout ça. Généralement, les gens ne lisent. Pour les postes, moi, j'ai fait plein d'entretiens de postes de directeur. Rarement, on lit les CV, c'est-à-dire qu'on ne lit pas les CV. Donc, mon conseil pour ceux qui sont déjà chefs de projet, qui prétendent ou qui aspirent devenir ou aller encore plus loin, c'est de commencer à peaufiner leur relationnel. Mm. C'est de voir qui sont les faiseurs de roi là où tu travailles et tu travailles d'abord, en produisant de bons résultats, déjà de ce que tu fais, comme on le dit, qui peut le moins, peut le plus. Donc, par ton travail, on se dit, ah ouais, il fait du bon travail. Mais en même temps, tu t'assures, il ne faut pas laisser que Ouais. le bon travail seul fasse le travail, parce que ça ne sera pas suffisant. Pendant que tu fais bien ton travail, bah, il faut aussi se vendre, savoir se vendre, créer un environnement pour que ces personnes se disent, ouais, celui-là, je peux lui faire confiance. En tout cas, il m'a prouvé suffisamment que je peux lui faire confiance. Et un matin, on te dit, bon, notre nouvel directeur, ou notre nouveau directeur, ou notre nouvelle directrice, c'est X, Y. Donc, parce que si
généralement, le plus facile, si tu es chef de projet et que tu veux être directeur, ça se passe dans l'entreprise où tu es. Ça, c'est le plus facile. C'est là où tu étais comme chef projet, chef programme, ensuite directeur. Ou bien, parce que si tu es, je dis n'importe chef programme et tu postules à un poste de directeur ailleurs, tes chances sont quasi inexistantes, minimes. Sauf moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais un collègue avec qui j'ai travaillé depuis des années. Ouais, on se fait confiance mutuellement de façon aveugle. Donc lui, il a eu une grande promotion. Il est devenu country lead. Et donc automatiquement, il m'a débauché de là où j'étais pour me faire directeur. Tu vois, c'est-à-dire parce qu'il avait besoin autour de lui des gens en qui il fait confiance. Il avait d'autres directeurs qu'on lui a imposés, c'est vrai, mais il a aussi besoin dans ce groupe-là, des gens qui lui sont dévoués et qui pourraient, voilà, puisque tu pourras pas être, c'est comme ça fonctionne. Donc, il a quitté là-bas, on a changé de travail aussi ensemble. Donc, moi, si je prends mon exemple, c'est toujours comme ça. Même, voilà. Donc, à chaque fois, c'est que on fait beaucoup le check de moralité, la confiance. Donc, travailler ce côté. Il faut pas négliger pour dire non, moi, je suis comme ci, je fais ceci, je fais cela. Donc, découvrez qui vous êtes. Et quand je fais les formations de PMP, je conseille toujours, même dans les conférences, je conseille toujours le livre Surrounded by Idiots. Ce livre est magnifique parce que il te permet de savoir qui tu es et de savoir comment les autres fonctionnent. Et partant de là, tu peux commencer à soigner ta personnalité, tu peux soigner tes relations. Ceci dit, par exemple, moi, je n'aime pas les foutaises, mais quand tout va, c'est-à-dire que quand tout va bien avec une personne, le respect est mutuel, voilà, on va. Donc, c'est important de se connaître. Ça, c'est super capital. Ça, c'est ce que je peux dire à toute personne qui aspire à des postes un peu plus élevés. Donc, c'est de travailler le capital, ton capital confiance et ton capital humain. Voilà. Merci pour ta réponse. Moi-même, je pense que c'est très important. On peut pas dire voilà, je suis chef de projet, j'ai réussi tous mes projets, puis aller au café, par exemple, moi c'est le café qui est très important, c'est-à-dire ne pas aller au café parce que je veux être très productif et faire travailler. C'est comme ça qu'on va voir mes résultats. Moi, j'ai remarqué que ça marche pas cette technique-là, que ceux qui travaillent le plus, qui ont des résultats, mais qui ont pas de relationnel, ils sont pas repérés justement, et puis on va pas penser à eux pour les promotions, et puis ensuite on va se dire cette personne elle est antisociale, asociale, donc comment elle va faire pour gérer une équipe d'humains alors que en discutant justement avec, comme tu as dit, les faiseurs de rois, avec des potentiels managers, avec des directeurs et tout ça, tu leur montres ta capacité aussi à analyser, à avoir du recul. Tu peux même moi, je sais que des fois, je les accompagne, je les aide sur d'autres sujets. Et c'est là où ta relation va se créer, où les personnes vont penser à toi quand il va y avoir un poste qui se libère, parce que en interne, ce sera plus facile, parce qu'il y aura, par exemple, il faudra moins former, moins d'onboarding et tout ça. Donc, si ils ont en tête une personne interne pour le poste, c'est mieux que de passer par un processus de recrutement. Et c'est aussi notre boulot, nous, si on veut arriver au poste dans une carrière. Donc, c'était très bien dit. Et puis aussi, moi, je pense que je l'ai vu ça beaucoup dans le télécom. En fait, moi, j'ai travaillé dans le télécom en France et j'ai remarqué que c'était un petit écosystème. Je pensais que l'informatique était un petit écosystème, mais en France, le télécom fait que dans une même entreprise, ils arrivent à retrouver des gens avec qui ils ont travaillé 15 ans avant, 10 ans avant, 7 ans. Absolument. Donc, chacun va laisser une trace dans la mémoire de l'autre. Et puis, il y en a certains, quand ils vont être appelés pour d'autres postes, on va leur dire, mais tu connais, tu as travaillé avec lui. Et puis là, ils vont te dire, oui, j'ai travaillé avec lui, je pense qu'il est parfait pour le poste. Ou inversement, j'ai une très mauvaise Ouais. expérience avec cette personne-là. Et donc, je vois que dans beaucoup de secteurs, il y a la mémoire qui fonctionne. Enfin, on se rappelle des gens, de leur impact, et ça peut, soit on peut penser à eux pour des nouveaux postes, ou bien quand on les recroise, on va
pouvoir les aider dans leur carrière ou ils vont pouvoir nous aider dans notre carrière. Donc, c'est vraiment très important ce côté relationnel du chef de projet, c'est-à-dire pas seulement les parties prenantes de son projet, les clients, les fournisseurs et son équipe, mais aussi, ben, comme on a dit, dans l'entreprise, voir quelle est un peu la politique de l'entreprise, quelles sont les personnes qui vont pouvoir nous aider à évoluer. C'est ça. C'est absolument, absolument. Ah oui, je pense que tu as très, très bien résumé. Oh. Alors, aujourd'hui, avec le recul, je parle comme ça, mais quand j'étais jeune, j'avais pas compris ça. Moi, je suis parti de certaines entreprises avec la bagarre. C'est-à-dire que je veux partir, on veut pas te rendre la vie facile. Comme on le dit, hein, tu brûles les ponts. Donc, moi, le conseil, ne brûlez pas les ponts quand vous finissez de traverser. Parce que moi, j'en ai brûlé. Et à un moment donné, j'ai eu besoin de retourner sur ce pont, mais bah, je l'ai déjà brûlé. Donc, c'est impossible de Plus retourner. traversé. Voilà. Donc, moi, je me suis rendu compte quand j'étais revenu de l'Afrique, qu'il y avait une société pour laquelle je travaillais ici, parce que j'étais maltraité, je veux dire, au départ, ils m'avaient pas très bien traité, mais je me donnais à 200%. Et un jour, je me suis rendu compte que, puisque je faisais la formation, le onboarding de nouveaux PM, et je me suis rendu compte que bah, je gagnais, le nouveau que je formais gagnait le double de mon salaire. Ah oui. Donc, je me suis dit, attends, ceux-là, ils se foutent de moi ou quoi? Quand j'ai eu le PMP, c'est eux qui ont financé pour ma certification PMP. Le jour où j'ai eu le PMP, c'est le même jour où j'ai déposé ma démission. Donc, pour moi, c'était une manière de me venger. Puisque c'est eux qui ont financé pour que je passe le PMP. Et quand j'ai eu mon PMP, j'ai déposé ma démission. Donc, mon manager n'a pas aimé ça. Et donc, quand j'ai quitté l'entreprise, il a écrit dans mon profil, il m'a blacklisté en fait. Ah oui. Donc, quand je suis revenu, j'avais une amie qui était directrice de département. Elle m'a dit, ouais, bon, tu vas venir travailler sur mon compte et tout ça. J'ai dit, ouais, bon, d'accord. Et quand elle lance le processus de recrutement, elle se dit, ah oh non, moi, je peux pas te recruter. J'ai dit, ah bon, pourquoi pas? Elle dit, non, 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 on t'a blacklisté. J'ai dit, ah ok, bon, tant mieux. Mais bon, après, ça fait partie de la vie. Donc, c'est ça. Voilà, Ben, c'est super. Là, on a vu un petit peu tout ce qui était carrière, on a vu tout ce qui était relationnel, comment la gestion de projet. On peut passer à... Je sais que tu fais beaucoup de conférences ben, pour le PMI, même peut-être pour le PMO Global Alliance, des webinaires, comme tu as dit. Donc, il y a des... Nous, en tant que chef de projet, des fois, on a besoin de techniques. Donc, ces certifications, c'est comme ça qu'elles nous aident. C'est et aussi, ben, au sein du PMI, on est obligé de renouveler notre certification tous les 3 ans parce qu'on doit être à jour dans les compétences techniques aussi bien que de business, que les processus. Donc, je vais te poser quelques petites questions. Là, aujourd'hui, on est à l'ère de l'intelligence artificielle et puis on voit bien que ça va impacter euh, nos projets. Selon toi, en quoi la gestion et l'analyse de données peut améliorer la performance d'un chef de projet, justement? Enfin, voilà. c'est ça. Oui, j'ai animé, je sais même plus, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines, un webinaire sur le DeepSeek, mon analyse sur le DeepSeek quand il est sorti, ça faisait le buzz et tout ça. Et ma conclusion de cette séance, c'est que pour moi, rien ne change. Le monde évolue comme il le faut. Hier, j'ai un fils qui est très passionné de la mécanique. Donc, chaque mois ou très régulièrement, on va au musée technique, au musée technologique de Prague. Il aime voir les motos, les anciennes motos, les vieux trucs. Donc, on était passé là-bas. Donc, pour dire que pour moi, si on ramène ceci dans la gestion de projet, l'intelligence artificielle ne révolutionne pas forcément le monde, hein, même si on peut dire oui, c'est une révolution, parce que si on regarde l'histoire, j'ai montré dans mon webinaire la calculatrice. Tu vois, la calculatrice, c'était la première révolution. Avant la calculatrice, il y avait des gens,
dans les villages ou en tout cas dans leur ville, c'était des cracks en maths. Donc on les fait appel, on dit, ah, j'ai tel nombre de trucs, compte-moi, il compte et puis on le paye, n'est-ce pas? Donc lui, il faisait sa carrière autour de ça. Et plus tard, il y a quelqu'un qui crée une calculatrice, ça dit, ah ouais, mais tu fais ça et puis ça te donne les résultats. Donc, du coup, automatiquement, celui qui faisait les calculs pour les autres, bah, il se sent menacé. Il se dit, mais merde, mon boulot est en train de partir. Euh, j'ai donné aussi un exemple de messager. Tu vois, dans les vieux empires et autres, de royaume en royaume, pour passer un message, il y avait quelqu'un, c'est sa carrière, il a sa famille, sa femme, ses enfants. Donc lui, c'est le messager. Donc on l'envoie d'un empire ou d'un village ou d'une ville à une autre. Il va passer le message. Le roi dit que ceci, il revient. Bon, il a aussi les avantages de son métier. Peut-être que quand il va de l'autre côté, on lui donne des trucs. Voilà, il revient. Donc le téléphone maintenant vient. On n'a plus besoin de l'appeler. Allô, bonjour. Les rois s'appellent. Donc automatiquement cette personne se dit, mais mince, je fais quoi là? Moi, je fais plus de mission. Donc, c'est le même phénomène. C'est-à-dire que quand on prend l'intelligence artificielle, moi, j'ai commencé la gestion de projet dans les années 2008. Euh, et à l'époque, on n'avait pas d'outils. C'est-à-dire que c'est Excel, PowerPoint, Microsoft. Donc, du point au point où aujourd'hui, j'estime que je fais partie des personnes qui sont extrêmement fortes en Excel. C'est-à-dire que je peux te créer des macros de dingue. Bon, plus ma compétence de programmeur, donc voilà, donc je peux faire les trucs visual basiques et tout ça. Mais si on prend un outil aujourd'hui comme Monday.com ou Jira ou tout ça, toutes mes... Parce que moi, quand on parle de macro Excel, il faut venir me voir, je te donne les astuces. Donc, maintenant, imagine si je vivais de ça, que moi je fais les macros Excel, avec les Jira et autres, c'est parti. Tu n'as plus besoin de savoir créer un burn-down chart. Tu n'as plus besoin de connaître comment un critical path est fait parce que tu rentres les données dans un système et puis il te sort les cadres. Donc, l'intelligence artificielle va rajouter ou va accélérer cette couche. C'est-à-dire que ce qu'on est l'identification des risques, par exemple, un chef projet, tu vas faire une équipe avec, tu vas faire, je sais pas, un brainstorming avec ton équipe. Bon, les gars, vous pensez c'est quoi les risques sur ce projet? Chacun va te dire, ah non, ceci. Ok, tu viens noter dans ton fichier Excel et tout. Avec l'intelligence artificielle, ça sera obsolète, cette façon de travailler, parce que du moment où tu rentres le projet, l'intelligence artificielle te donne déjà les potentiels risques autour de ce projet, c'est-à-dire de façon exhaustive. C'est-à-dire des choses sur lesquelles tu n'as même pas imaginé et il peut déjà les analyser, les classer. Donc, ça veut dire que toi, en tant que chef projet, ta valeur ajoutée sera ta capacité à ajouter l'intelligence humaine sur ce que l'IA a fait pour peut-être le challenger ou l'ordonner et ainsi de suite. Donc, l'intelligence artificielle ne fera que accélérer. J'ai lu le rapport du PMI que d'ici 2030, 80% des travaux que font un chef projet aujourd'hui seront absorbés par l'intelligence artificielle. Et combien de pourcents pour le PMO puisque tu es... Ah ben, ça va être la même chose, c'est-à-dire c'est dans les mêmes proportions. Je Ça va pensais être dans que les mêmes le proportions. métier de PMO était beaucoup plus en danger que celui de chef de projet d'ailleurs. Oui, parce que c'est les estimations, les forecasting. Donc, l'intelligence artificielle va être encore plus accurate, plus fast, c'est-à-dire rapide et tout ça. Donc, la question est de savoir comment est-ce qu'on gère ça. Ça veut dire que moi, comme je le dis, bon, c'est pas moi qui le dis, hein, plusieurs personnes l'ont dit. C'est-à-dire ton métier est en danger si et seulement si tu refuses d'apprendre à utiliser les nouveaux outils. Ça veut dire que celui qui prendra ton métier, ce n'est pas l'intelligence artificielle elle-même, mais plutôt quelqu'un
qui sait utiliser l'intelligence artificielle. Pareil, quand le téléphone est venu, si l'ancien messager se dit, bah, écoute, d'accord, comme le téléphone est sorti, je vais tout de suite me reformer. Peut-être je vais créer une cabine téléphonique, OK, pour que les gens viennent. C'est-à-dire que s'il n'a pas ce mindset de shift, c'est-à-dire de changer rapidement, il va rester là-bas en train de dire, oh, qu'est-ce que je vais faire? Ah, maintenant, vous voyez, la technologie, c'est les sorciers, ils veulent pas, ils sont contre nous. Tu vois, c'est du temps perdu. Pourtant, si tu te réveilles tout de suite, te dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour profiter de cette technologie et autres? Il peut se lancer en mettant, par exemple, j'ai dit n'importe quoi, hein, une cabine téléphonique où les gens viendront téléphoner, ça lui fait un nouveau business. Donc, c'est pour ça que l'intelligence artificielle crée de nouveaux business. Il y a de nouveaux business qui se créent de façon exponentielle et beaucoup de business qui meurent aussi de façon exponentielle. Donc, pour moi, si on ramène ceci dans notre métier, c'est pareil. Vous devez vous former en intelligence artificielle. D'ailleurs, je te donne un exemple. Généralement, pour nos étudiants de PMP, Mm. pour préparer leur dossier, avant, j'avais préparé un template et puis ils remplissent le template, ils m'envoient, je regarde, je dis bon, ouais, ajuste ici, tout ça. Maintenant, je leur donne un prompt. Ah Tu oui. vois? Oui, oui. C'est-à-dire que si tu veux écrire ton dossier, prends ce prompt, utilise ça, et puis tu donnes toutes les informations sur ton projet, et l'IA va te faire l'application selon le prompt que j'ai écrit. Donc, ça veut dire qu'il faut devenir un prompt engineer, apprendre comment écrire un prompt. Ça va être des nouvelles compétences. Il faut savoir utiliser l'intelligence artificielle pour qu'il te donne des résultats très précis. Donc, oui, aucun humain ne peut analyser une donnée plus rapidement que l'intelligence artificielle. C'est pas possible. Aucun humain. Donc, avant, mon message que je donne souvent, si vous voulez être un chef de projet super performant, c'est que vous devez être un adepte de la collecte et de la transformation des données. Je donne un Mm. exemple. J'ai mené des projets de transformation organisationnelle où on sait que généralement, c'est des projets à très forte résistance. Quand on transforme ou on change quelque chose de façon organisationnelle, les gens n'aiment pas. Ah non. Et on s'est rendu compte que si tu commences à collectionner les données dès le premier jour, à quelle fréquence les gens discutent avec toi, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit, qu'est-ce qu'ils ont envoyé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas envoyé, tu collectionnes systématiquement tout. À un moment donné, ces données vont te donner une information incroyable. Je donne un exemple. Un chef projet peut se dire à X ou Y ne veut pas collaborer sur mon projet. Peut-être qu'il est résistant, peut-être que bon, il ne veut pas. Et si tu fais une escalation, on va dire, ouais, mais pourquoi tu dis qu'il ne veut pas? Et la personne dit, oui, mais je viens aux réunions. Tu dis, oui, mais tu viens aux réunions, mais tu ne dis pas grand-chose. Ah non, je participe. Comment vous pouvez faire? Donc, ça peut tout de suite partir dans les émotions. Ah non, il ne m'aime pas, il ne m'aime pas, c'est pour ça il dit ceci, cela. Donc, voilà comment j'enseigne les chefs projets à changer cette approche. C'est-à-dire que si tu as une partie prenante, par exemple, résistance, tu soupçonnes qu'elle ne va pas coopérer, il n'y a pas de problème. Chaque mail que tu l'envoies, tu notes la date, l'heure, la quantité, le temps qu'il a pris avant de te répondre, quand est-ce qu'il a répondu, qu'est-ce qu'il a dit, et ceci. Maintenant, tu te retrouves, même scénario, tu penses qu'il est résistant, elle va trouver, hein, peut-être il est très fort dans le verbe, pour dire, ouais, non, il dit ça, mais moi, je suis toujours à la réunion. OK. Tu passes le message ceci. OK. Monsieur Daniel, sur les 3 derniers mois, nous avons fait 18 réunions. Vous êtes venu à 6. Chaque réunion dure 30 minutes. Vous avez fait sur
7 réunions, vous étiez là 7 minutes. Sur 10 réunions, vous étiez là 12 minutes. Sur 3 réunions, vous étiez là 1 minute. Sur les 18 réunions, nous avons pris des décisions sur 7 réunions auxquelles vous n'étiez pas là et les décisions ont été prises là-bas. Et chaque décision qui a été prise, vous les avez challengées 6 juin vos mails. Tu penses que il y aura un débat? Mm. Il n'y aura aucun débat. Il y aura absolument... Moi, personnellement, j'ai pu démonter plusieurs projets sur ma carrière comme ça. Depuis le jour où un de mes mentors m'a montré cette technique. Que la donnée, d'ailleurs, pour un gars aussi connu et populaire, Edward Deming. Edward Deming, c'est le créateur du cycle Plan, Do, Check, Act. C'est-à-dire qu'il faut planifier, faire, ainsi de suite, Pour le la PDA. qualité. Ouais. Voilà. Et des Il a CA. dit, voilà, il a dit quelque chose de très intéressant que without data, you are another person with an opinion. C'est-à-dire que si tu n'as pas la donnée à ta possession, tu n'es qu'une personne avec une opinion. Donc, dans un argument, ça sera opinion contre opinion. Et celui qui gagne ce genre de débat, soit c'est celui qui peut bien manipuler le verbe, ou soit celui qui parle plus fort. En tout cas, ça va être très compliqué de juger sur les opinions. Donc, il y a des projets où, moi je me rappelle, dans une entreprise où je travaillais, un de nos DG est venu un matin pour nous dire, vous allez commencer à utiliser ce système, on les a testés, c'est bon, ceci. J'ai dit, OK. Si je le dis tout de suite que non, c'est pas une bonne idée, il peut même me virer. C'est-à-dire, petit, you are fired because you are resistant or whatever, right? C'est-à-dire, il peut te faire ça. Mais moi, j'ai pas fait ça. Je suis reparti, fouillé dans les données que je collectionnais et je lui ai demandé une réunion. Et je lui ai montré A par B que c'était une mauvaise décision. Avec les chiffres, pas ce que moi je pense. J'ai dit, je vais te montrer quelques chiffres. Il dit, OK. Donc, j'ai dit, si vous développez une application dans ce truc, ça va prendre en moyenne X nombre de jours. Si vous voulez, vous confirmez avec l'éditeur de l'application combien de temps ça prend pour faire. Il va confirmer ce chiffre. Si vous faites X, donc si on développe pendant 3 mois, on doit acheter les licences pour chaque personne, ça va coûter ça. Par contre, dans l'ancien système, ça va coûter 0. D'ailleurs, c'est une autre présentation que je présente souvent dans certaines de mes conférences, dépendamment de la thématique. Et au final, c'était clair et net pour tout le monde que c'était clairement une mauvaise décision et ils ont arrêté. Donc, ceux qui se sentent ne pas avoir du pouvoir ou vous êtes dans un environnement où vous pensez que votre voix ne compte pas, c'est faux. Si vous sentez que votre voix ne compte pas, je vous recommande systématiquement à commencer à collectionner toutes les données qui se passent autour de vous et sur votre projet. Analysez-les, sortez l'information crédible sur ces données que vous collectionnez. Vous allez voir que vous allez pouvoir renverser plein de décisions où on va mieux vous écouter. L'exemple que je donnais d'entrée, c'est-à-dire que vous arrivez, vous dites, OK, on a fait X réunions, vous êtes venu à 2, on a fait ça, vous êtes venu ça. Le message passe par tout le monde et on commence à vous respecter. On se dit, mais il vient avec méthode. Elle vient avec des chiffres. Elle parle avec des faits. Donc, c'est impossible qu'on ne vous écoute pas. Donc, c'est vraiment sur ce côté, en dehors de tout ce qu'on connaît sur la gestion de projet, savoir gérer les parties prenantes, la communication, tout le reste. Faites la gestion des données votre allié pour que vous puissiez exceller. Voilà. Ben, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, quand tu disais, celui qui crie le plus fort dans plusieurs de mes articles, c'est surtout sur les PMO, en fait. Ouais, PMO qui sont PMO portefeuille, qui c'est présentent ça. les livres, sur lesquels on doit se baser sur les décisions, pour les décisions qui sont importantes. Et c'est ça. C'est qu'à chaque fois, en fait, s'il n'y a pas ces données-là, si le PMO ne fait pas bien son tableau de bord sur tous les projets et dire C'est celui-là, ça.
il mérite d'être priorisé par rapport à celui-là parce que, et donc les arguments, ben, c'est celui qui a la meilleure relation avec le PDG, qui va avoir C'est son projet, qui va être mis en avant. C'est celui qui crie tout le temps en réunion, qui va prendre 80% du temps de parole dans les comités exécutifs en plus. Donc, on parle là de haut exact, niveau de l'organisation où des fois, c'est vraiment les égos qui se bagarrent alors que on arrive, exactement. nous, en tant que PMO, quand on a beaucoup de projets justement dans le portefeuille, et on dit, mais pour la stratégie, par rapport à votre objectif, votre vision, c'est celui-là. Voici les indicateurs que vous m'avez donnés et pour réussir vos objectifs. Et ça, je pense que c'est un switch, c'est vraiment un argument, comme tu as dit, pour ceux qui ne sont pas écoutés, les chefs de Hmm. projet, les PMO par rapport à des directeurs de département et tout ça, c'est que ça peut convaincre et c'est même, je pense, ce qui est préconisé pour l'entreprise. C'est-à-dire Absolument. on montre que bah, ça va foutre une balle dans le pied de l'entreprise. Alors pourquoi y aller? Et Ouais, là, il n'y a ouais. plus aucune raison d'y aller. Donc c'est vraiment intéressant. Et par rapport à l'intelligence artificielle, si on lui donne des mauvaises données à la base, ben, ça va nous donner des mauvaises réponses. Avant d'utiliser l'intelligence artificielle, il faut utiliser ton intelligence. Mm, Voilà. C'est, il te donne ce que tu lui donnes. C'est exact. ça. Donc, moi je dirais plus loin, utiliser l'intelligence artificielle avec intelligence. Ne Absolument. Oui, bien sûr, c'est vraiment ça. C'est parle. absolument. Moi, aujourd'hui, j'aime beaucoup le prompt engineering. Donc, c'est le domaine dans lequel je pousse mes recherches, actuellement pour me faciliter tout ce que je fais. Donc, une astuce très simple, hein, pour, si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez faire quelque chose à ChatGPT, au lieu de dire, ChatGPT, écris-moi la recette de X, tu lui dis, je voudrais avoir une recette pour cuisiner Y. Aide-moi à créer un prompt pour avoir un bon résultat. Donc, il te donne d'abord le prompt que, qu'il estime qu'il pourra donner un résultat. Ensuite, tu prends ce prompt-là et tu le repromptes. Donc, c'est une astuce très basique. Bon, il y a encore des astuces encore plus avancées, mais c'est une astuce très basique qui fait que tes résultats seront euh, plus intéressantes. Voilà. Mais tu parles à une convaincue. Moi, il y a une semaine, parce que j'ai changé depuis une semaine, hein, je parlais de Mhm. ChatGPT comme mon meilleur ami. Donc, à chaque fois que je parle en réunion, genre idée d'un titre, idée d'un truc, je C'est dis, ah, ça. je vais poser la question à mon meilleur ami et puis je vais essayer par le prompt, de l'emmener vers quelque chose qui me plaît. Et puis, cette semaine, là, j'ai commencé à créer des GPT. Donc, c'est plus mon ami maintenant, c'est devenu mon assistant. C'est ça. Absolument, 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 absolument. Et donc, je pense que c'est vraiment important pour les chefs de projet, justement, de ne pas se dire je ferme les yeux sur l'intelligence artificielle parce que Non, ça va tu être. peux pas. Si tu fermes les yeux, tu seras très lent. Et puis, ceux qui l'utilisent, il sera très rapide. Et puis, bah, voilà. Donc, moi, alors, juste pour te donner un exemple. Avant, pour créer une formation complète, Mm, avant ChatGPT, moi, le jour où ChatGPT est sorti, je l'ai testé le premier jour, il a été public. Je l'ai testé le premier jour. J'étais dans mon bureau, j'ai crié. Oh! Ma femme me dit, mais tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Elle pensait que quelque chose m'est arrivé. Elle dit, non, le monde est merveilleux. Elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, non, ChatGPT. C'est parce que j'étais en pleine création de ma formation PMP. mm, Et quand je l'ai testé, j'ai compris tout de suite ce que ça voudrait dire. Donc, une formation qui m'avait pris 6 mois à faire, aujourd'hui, je peux créer une formation en 2 jours, si je veux. mm. C'est-à-dire que, bon, si je rajoute les vidéos à monter et tout ça, bon, peut-être tu peux tout casser en un mois, 2 semaines, 3 semaines. Mais avant, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu dois créer tous les scripts, taper, faire les montages et tout ça, ça prenait extrêmement du temps. Mm. Bien sûr, avant de l'utiliser, il faut savoir de quoi tu parles d'abord. Ça, c'est là que l'intelligence elle-même vient avant l'intelligence artificielle. Donc, c'est un accélérateur de production. Moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Bah, d'ailleurs, en tant que bénévole PMI,
Moi, je conseille d'aller voir PMI Infinity, d'aller voir les Yes. formations de gestion d'intelligence artificielle pour la gestion de projet pour commencer à mettre un pied dedans parce qu'on peut vraiment pas l'éviter. Donc ça comme après pour aller plus loin, bien sûr, à un moment il faudra investir encore en soi et puis investir soit dans les outils, soit dans des formations pour aller plus loin justement dans cette gestion artificielle. Et si on revient au PMI, tu es tu formes à beaucoup de formations, je pense, du PMI Est-ce que tu peux nous en dire plus et la différence entre ces différentes certifications? Absolument, oui. Aujourd'hui, j'accompagne les gens sur le CAPM, le PMP, le PGMP. Sur le PMI, c'est vraiment sur ces trois formations que je suis pour l'instant. Mais je donne aussi d'autres formations sur le PipoCert, dont le Prince de ITIL, et puis quoi, ouais, Prince de ITIL. Bon, ITIL, il y en a plusieurs niveaux, donc je donne quasiment tous les niveaux. Prince de, je donne Prince de Agile et puis Standard. Donc c'est pas beaucoup. En fait, j'ai restreint mon champ d'action pour être super focus. Parce que si tu fais trop de choses, tu feras rien de bon. Donc, c'est un peu ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comme ton processus? Quelqu'un qui vient te voir, il sait pas trop quelle certification faire. Est-ce que tu le conseilles? Est-ce que tu l'aides justement à déterminer quelle formation, quelle Oui, certification? oui, absolument, absolument, absolument. Si quelqu'un, je dis n'importe quoi, hein, en fait, je regarde d'abord le profil des personnes. Donc, généralement, si la personne cumule déjà 5 années d'expérience professionnelle, je leur conseille de faire le PMP parce que quand tu as déjà fait 5 ans en entreprise, c'est pas la peine de se lancer sur une certification comme le CAPM, sauf si tu veux toutes les faire. Parce qu'il y a des gens aussi, ils veulent tout faire. Donc, je conseille le PMP plutôt que le Prince 2, par exemple, pour plusieurs raisons. Parce que pour avoir le même niveau de connaissance que le PMP t'offre, si tu veux faire le Prince 2, il va falloir faire 4 certifs. C'est-à-dire le Prince 2 Foundation, Practitioner, Agile, Foundation et Practitioner pour atteindre ce que le PMI te donne. Or, le PMI en une seule certification, tu as 50% des questions sur la gestion de projet agile, donc ça veut dire que tu seras bien formé sur l'agilité, et 50% des questions sur la gestion de projet prédictive. Donc, tu as une maîtrise, je vais dire, une bonne maîtrise sur les deux approches de gestion de projet. Donc, plutôt si tu fais, par exemple, une certification spécialisée en agile, donc ça va être seulement en agile. Donc, le PMP, c'est vraiment, comme je le dis, c'est un peu la médecine générale. Il te donne un peu de tout. Et après, maintenant, tu peux renforcer les domaines en fonction de ton centre d'intérêt. Donc, c'est ce mécanisme que j'utilise pour assister ceux qui doutent ou ceux qui hésitent, savent pas trop quelle certification faut faire ou pas. Des fois, je recommande aussi aux gens de commencer par le PMP parce que c'est l'une des certifications les plus difficiles. Donc, si tu arrives à passer le cap en mettant autant de travail à travailler la réussite, après, c'est le reste, il n'y a rien qui t'arrête. Généralement, quand les gens sont certifiés chez nous, comme PMP, ils enchaînent les certifs, les ITIL, tout ça. Ça dit que l'habitude est là. Il y en a qui disent non, je préfère commencer avec quelque chose de plus facile ou plus simple. Oui, tu peux faire ça, mais ça va pas t'aider à aborder le plus grand challenge. Donc, c'est un peu ça. Ça peut t'aider, mais pas beaucoup, comme si tu affrontais d'abord le plus difficile. Ensuite, le reste vient sous forme voilà, d'une formalité. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup et avis à tout autant d'heures. PMP, essayez, puis après vous pouvez bifurquer à partir de là. Il y a tout un bouquet. Je parlerai bien sûr dans la description de l'épisode où est-ce qu'on peut contacter SOE pour justement cette certification PMP ou les autres certifications seront en description de mon épisode. Si l'on devenait, on arrive un peu à la fin là de l'épisode, si l'on devenait retenir une seule chose de cet épisode, quel serait ton message clé pour celles et ceux qui veulent
être performant dans la gestion de projet. Voilà. D'ailleurs, mon surnom, certains de mes étudiants m'ont surnommé Papa na Nkukao. Parce que si vous faites former par moi ou par nous, quand je dis nous, c'est parce que je suis plus le seul formateur. Nous sommes maintenant trois au moins. Donc, chez nous, la réussite, c'est 100% garanti. Parce que on met tellement de travail pour vous amener à bon port. Donc, s'il y avait un message à retenir pour ce podcast, je pense que c'était un peu au tout début, quand on s'était rencontrés pour parler de cette idée, moi je te disais, j'aime bien parler de l'importance de la donnée pour un chef de projet. C'est vrai, on a parlé du relationnel, comment faire tout ça, c'est important. Parce que même si tu as le relationnel et on te met en poste, il faut les résultats. C'est ça le truc. Donc si tu veux avoir des résultats, il faut faire de la donnée ton allié. Tu peux pas travailler sans connaître tes chiffres. Hier, je parlais avec un ami il est aussi dans la formation, mais pas en gestion de projet. Autre chose, il me dit, ouais, mais mon business ne marche pas. Je lui demande, OK, quels sont tes chiffres? Combien d'appels tu fais par jour? Il me dit, oh, par jour, non. Tu vois, ça dit que il connaît pas ses chiffres. Donc, il faut connaître tes chiffres. Si tu es chef de projet, combien de réunions tu fais? Quel est le taux de participation à tes réunions? Qu'est-ce que les gens disent? Voilà, ça dit que tu dois tout noter. Quelle est la Aujourd'hui, progression sur mettre à jour tes voilà, données tout le temps? Quelle est la progression et tout ça? Ton budget, exactement. est-ce qu'il est suivi? T'entends? Voilà. Exactement. J'ai aussi des amis concurrents qui font aussi la formation de PMP. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont reçu les PDF du PMI, ils utilisent ça, ils forment les gens comme ça. Tout. Mais moi, j'ai tout un système sophistiqué. Je sais quel jour chaque de mes étudiants est connecté, combien de temps il a passé sur ma plateforme, quelle activité il a touché. Et si tu fais 5 jours sans te connecter, moi je reçois une notification automatique que cette personne ne s'est pas connectée à 5 jours et je t'écris sur WhatsApp, ça va, pour voir s'il va bien et tout ça. Donc, je suis tout le monde comme sur du lait sur le feu. Ça, c'est mon côté data qui me pousse à vraiment avoir un système aussi complexe pour faciliter la tâche. Donc, on ne laisse rien au hasard. C'est-à-dire que vraiment, c'est important. Donc, c'est ça mon message. The data is your ally. Merci beaucoup. Enfin, où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter? Quelles sont tes actualités? Oui, est-ce qu'on peut me contacter sur tous les réseaux sociaux? Je suis beaucoup sur LinkedIn, en fait sur quasiment tous les réseaux sociaux. Je publie 3 fois par jour sur la gestion de projet. Le matin, je donne une astuce sur une technique quelconque, c'est-à-dire c'est des posts éducatifs. À midi, on poste une question PMP ou PGMP pour que les gens se testent. Et le soir, on poste le marketing de nos produits. Donc, si vous voulez savoir nos produits. Donc, nous faisons 3 posts par jour, de lundi à lundi, donc sans exception. Et si vous voulez connaître un peu plus sur moi, lisez mes posts de dimanche. Les dimanches, je parle un peu de moi. Donc voilà, donc les projets en cours, je suis en train d'écrire mon livre qui s'appelle le PMP Nkukao, qui sera aussi arrimé au Pinbock 8. Donc je suis en train de travailler aussi à moderniser ma formation PMP, à arrimer ça au Pinbock 8 qui arrive et tout ça. Donc voilà un peu, et tous les jours, je suis mes étudiants. Donc en gros, c'est ça. Pas grand-chose, mais beaucoup de choses en même temps. Voilà. Merci beaucoup. Je ne manquerai pas de mettre tous les liens en description de l'épisode qui sera diffusé donc sur toutes les plateformes du podcast et sur YouTube. Et puis, bien sûr, dans mon post LinkedIn du lundi matin quand on va diffuser l'épisode. Merci beaucoup, Essoé, d'avoir partagé avec nous. Il y a beaucoup de leçons qui en sont tirées et je pense que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Alors, à nos écouteurs, à nos éditeurs, allez-y, appliquez quelques-uns de ces préceptes, vous aurez une meilleure carrière. Absolument. Merci Mirvit pour ce temps extraordinaire. C'était un plaisir. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait ça, donc c'est un plaisir et j'espère que c'est pas le dernier.
Bien sûr, on te suivra et puis on continuera à faire d'autres interviews, tout seul ou à plusieurs. J'aime beaucoup mes invités, ta générosité, c'est encore vu dans cet épisode. Merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté l'épisode de Projetez-vous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté Projetez-vous. Sachez que cet épisode est aussi disponible en visuel à partir de mercredi sur YouTube, donc n'hésitez pas à regarder l'épisode en entier. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Cette saison, j'ai rajouté aussi des hors-séries spéciaux néo-leaders en co-animation avec Fawzi Malak, mon partenaire, qui vont paraître tous les jeudis. Profitez bien, n'hésitez pas à me contacter et mettez en place les plans d'action qui vous sont conseillés par tous mes invités et moi-même. Je vous souhaite une bonne semaine.